Cube Radio. Savais-tu que l'énergie électrique et l'aluminium ont un étroit lien entre eux? Et que le Québec est un champion depuis bientôt 100 ans de la production de ces deux ressources-là? Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado Passé date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, la deuxième phase de l'industrialisation. En janvier 1998, Montréal et une grosse partie de la Montérégie sont privés d'électricité à cause d'une tempête de verglas. Sous le poids de la glace, les pylônes d'Hydro-Québec s'écroulent les uns après les autres comme des vrais dominos. Pendant plus de 2 semaines, les écoles ont été fermées puis plein d'entreprises ont cessé leur activité. La nuit, au pire de la crise, c'est 1,4 million de Québécois qui étaient plongés dans le noir sans chauffage en plein hiver. Le grand verglas de 1998 va nous faire prendre conscience de l'importance de l'électricité dans nos vies. Mais quand on y pense, nos ancêtres vivaient sans l'énergie électrique. Depuis quand cette forme d'énergie-là a fait sa place dans nos vies? Puis à quelle époque les grands barrages hydroélectriques ont été construits? Pour qui? Par qui? Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'économie du Québec est basée surtout sur la production de biens de consommation. À l'aube du 20e siècle, l'augmentation de la population mondiale va créer une forte demande pour les ressources naturelles. De nouveaux secteurs d'activité industrielle voient le jour, comme celui des pâtes et papiers, de la métallurgie et le secteur minier. Ces nouvelles industries vont se développer là où se trouvent les ressources, ça veut dire en région. Il faut savoir que l'enjeu central pour faire fonctionner toutes ces nouvelles industries-là, c'est d'avoir accès à de l'énergie en grande quantité, surtout l'énergie électrique. L'électricité, c'est le symbole de la modernité de cette époque-là. Si on revient un peu en arrière, dès 1880, des réseaux d'électricité publique ont été mis en place dans des grandes villes du monde, comme New York, Paris ou Londres. En 1882, le grand inventeur et industriel américain Thomas Edison inaugure à New York sa première centrale électrique. Dans les années suivantes, les travaux d'Edison, de Westinghouse et de d'autres inventeurs permettent de lancer la production industrielle de l'électricité et surtout de régler les principaux enjeux sur la distribution jusqu'aux consommateurs. Les premières centrales sont plutôt petites et souvent thermiques. Thermiques parce qu'elles utilisent du charbon comme combustible pour produire l'énergie électrique. Ce qui va inaugurer l'ère des grands barrages, c'est la construction du barrage de Niagara Falls aux États-Unis. En 1895, ce barrage-là utilise systématiquement la force de l'eau pour produire de l'électricité. Si la matière première nécessite de gros investissements au départ, l'eau, la matière première, elle, est complètement gratuite. Avec ses nombreuses rivières à fort débit, le Québec est l'endroit idéal pour construire des barrages hydrauliques. 3 régions vont être particulièrement propices à l'aménagement de structures d'hydroélectricité: l'Outaouais, le Saguenay et la Mauricie. Mais ce type d'infrastructure industrielle-là nécessitait des investissements majeurs, puis bien peu de Québécois possédaient des fonds aussi importants que ça à l'époque. L'État va donc ouvrir bien grande la porte aux capitalistes américains pour investir chez nous et développer notre potentiel hydroélectrique. Savais-tu que c'est pendant des ventes aux enchères que le gouvernement du Québec accordait des droits d'exploitation d'une rivière ou d'une chute? C'est de cette façon-là qu'un homme d'affaires de Boston, M. John Joyce, acquiert les droits d'exploitation des chutes de Shawinigan pour la somme de 50 000 $. M. Joyce va rapidement céder ses droits pour, imagine, 6 millions à une nouvelle compagnie pleine d'ambition qui va devenir l'une des plus importantes compagnies d'électricité du Québec de l'époque, la Shawinigan Water and Power Co. Le
grand patron de la Shawinigan Water and Power était un autre homme d'affaires de Boston, un certain John Edward Aldred. Le gars vient d'un milieu plutôt modeste, mais laissez-moi vous dire qu'il va mourir vraiment riche. Pour rentabiliser le futur barrage, il va attirer des grosses entreprises industrielles à proximité des installations. Il avait aussi prévu d'acheminer vers Montréal une partie de l'électricité produite. À cette époque-là, les Montréalais avaient besoin d'électricité en grande quantité pour éclairer les rues, les édifices de la ville et aussi faire rouler leurs tramways électriques. Avancez à l'arrière, s'il vous plaît. Les démarches de l'homme d'affaires ont porté fruit. 3 entreprises sont venues s'installer à Shawinigan. Un producteur de pâte et papier belge, la Belgo Canadian Pulp, une aluminerie américaine qui deviendra la compagnie Alcoa et une industrie chimique, la Shawinigan Carbide. Parmi les nouvelles industries, la plus importante était celle des pâtes et papiers. Grâce au développement de la technologie, on pouvait maintenant produire du papier à partir d'une pâte de bois plutôt qu'à partir de fibres de lin ou de coton. Il faut que tu saches que le Québec et la Mauricie sont particulièrement bien pourvus en forêts de résineux qui sont très recherchés pour la production de papier journal, tu sais, comme l'épinette noire. À l'époque, l'invention de nouvelles machines pour imprimer de façon industrielle permettait de produire des journaux rapidement et surtout en très grande quantité. Puis chez nos voisins du Sud, la demande en papier journal a littéralement explosé. C'est que les Américains avaient commercialisé des journaux à sensation pour le grand public, des publications dans lesquelles la publicité prend une place importante. Qui dit beaucoup de journaux, dit beaucoup de papier. Pour répondre à la demande, la compagnie produisait des quantités de plus en plus importantes de papier. Par exemple, en 1926, elle produisait jusqu'à 630 tonnes de papier par jour, ce qui vaudra à Trois-Rivières le titre de capitale mondiale du papier journal. Pour te donner une idée du développement rapide de cette industrie-là, je te donne quelques chiffres. La valeur de la production des pâtes et papiers au Québec est passée en 1900 de 5 millions de dollars à plus de 130 millions 30 ans plus tard. Les producteurs américains sont très agressifs au plan commercial et ils vont manœuvrer pour importer notre précieuse ressource forestière chez eux, l'importer sans la transformer au Canada. Heureusement, en 1910, le gouvernement du Québec, dirigé par Lomergouin, interdit l'exportation du bois à pâte à papier du Québec. Le but, c'est d'importer des emplois dans la province. Au cours d'une période d'à peu près 30 ans, au début du 20e siècle, 2 autres industries font leur apparition au Québec, celle de l'aluminium et des produits chimiques. L'utilisation de grandes quantités d'énergie électrique dans le processus de transformation explique que ces industries-là se soient installées dans la région de la Mauricie, près du barrage de la Shawinigan Water and Power. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, la technologie ne permet pas de transporter l'électricité sur une trop grande distance. Avec l'installation de ces industries de haute technologie près des barrages de la Shawinigan Water and Power, on assiste à la naissance d'un nouveau type de ville, la cité industrielle. Là où on trouvait une magnifique chute avec un décor plutôt bucolique quelques années plus tôt, on érige une ville industrielle avec des usines qui bourdonnent d'activité, avec un quartier populaire pour loger les nombreux ouvriers. Et bien sûr, un autre espace résidentiel plutôt à l'écart pour les patrons. Tout ça fait en sorte que la population de Shawinigan va être multipliée par 6 en moins de 25 ans. Pour ceux qui s'inquiétaient de la trop grande présence des investisseurs américains dans l'économie du Québec, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau va leur dire dans les années 1920 « Je préfère importer des capitaux américains qu'exporter des Canadiens français aux États-Unis. » Il faisait évidemment référence au départ de milliers de Canadiens français vers les États-Unis pour y trouver du travail. Depuis 1901, avec la mise en service de la première aluminerie au Canada à Shawinigan, le Québec est devenu un grand producteur d'aluminium.
Et ça, malgré le fait que la province ne possédait pas de mine de bauxite, le minerai à la base de la création de l'aluminium. Alors pourquoi décider de s'installer dans un coin reculé de la Mauricie pour établir une aluminerie? Bien, tout simplement pour avoir accès à de l'électricité en grande quantité et surtout à bas prix. L'aluminium est à l'époque considéré comme un matériau doté de caractéristiques révolutionnaires. Il possède la solidité du métal tout en étant léger et résistant à la corrosion. On va l'utiliser entre autres dans le transport, la construction de bâtiments et la fabrication des câbles électriques, parce que l'aluminium, c'est un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. La première compagnie d'aluminium qui s'installe à Shawinigan venait des États-Unis. Fondée en 1888 à Pittsburgh, l'entreprise s'appelait Pittsburgh Reduction, mais changera de nom quelques années plus tard pour devenir l'Alcoa. Pendant quelques années, Shawinigan va être le plus gros centre de production d'aluminium à l'échelle du monde. L'Alcoa expédiait des lingots d'aluminium dans le reste du Canada, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et même aussi loin qu'au Japon. Après la Première Guerre mondiale, l'Alcoa devient l'entreprise qui domine le secteur à l'échelle internationale. En 1924, l'entreprise étend son développement sur le territoire québécois, ce qui entraîne par la même occasion la création d'une nouvelle ville, Arvida. Le nom provient, croyez-le ou non, de l'acronyme du nom du président de la compagnie, Arthur Venning David, comme Arvida. Pas de fausse modestie pour le président de la compagnie. Aussi, il y a plusieurs nouveaux procédés chimiques qui ont été élaborés durant cette période-là. Ces innovations scientifiques ont permis l'essor de nouveaux types d'engrais, d'explosifs, de colorants synthétiques et même de matières plastiques. Par exemple, on a découvert à la fin du 19e siècle comment fabriquer du carbure de calcium avec un procédé électrique. La compagnie Shawinigan Carbide va produire des explosifs dans ces usines-là. Pas besoin de te dire que la production a le vent dans les voiles avec les tensions mondiales qui vont mener à la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte-là, un véritable complexe électrochimique se met en place à Shawinigan. Finalement, on peut dire que la ville mérite vraiment bien son titre de Cité de l'énergie. Ce qui prend forme au début du 20e siècle, comme tu as pu le constater, c'est une industrialisation plus lourde sur le territoire du Québec. Si l'industrialisation favorise le développement économique du Québec, elle va aussi susciter de nombreuses modifications dans le rapport au travail et dans la composition de la société. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu veux aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry. Un merci spécial à Mario Bissonnette, Raphaël Landry et Nicolas Théoret. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en Histoire et de Cube Radio.